Donc j'ai la lourde tâche de commencer après ce bon repas et cette mousse au chocolat divine. J'en ai vu plusieurs qui en ont repris 2 fois, donc je vais les surveiller. Du coup, je vous ai préparé un diaporama avec, enfin on m'a demandé de vous préparer un diaporama sur la cartographie et les méthodes des zones humides avec le critère pédologique et le critère végétation. Donc du coup, je vais vous présenter tout ça. Donc en premier lieu, le forum, l'état des lieux de la connaissance, les démarches d'inventaire zone humide, les méthodes d'inventaire et les perspectives. Donc le Forum des marins atlantiques, donc on est un syndicat mixte créé dans les années 90 suite au rapport Bernard entendu tout à l'heure. On est basé à Rochefort, donc le siège social est à Rochefort, on est à peu près 20. À Brest, ils sont 4 ou 5. Et à Saint-Omer, en ce moment, ils sont 3. Donc on est à peu près entre 25 et 30 personnes. Donc on est basé en pôle. Donc il y a un pôle agroécologie, un pôle écosystème, système d'information, dont je fais partie, un pôle documentation, un pôle RH et la direction. On a 4 missions principales. Donc on est, je ne sais pas si vous voyez le petit logo là, on est aussi, je vais jouer avec celui-là. Là. Donc on est pôle relais zone humide, Manche Atlantique et mer du Nord. Donc on est le cousin de Bertrand, je ne sais pas si Bertrand est toujours là, mais lui il travaille au pôle Mar. Donc on est un cousin. On a 4 missions principales, donc l'accompagnement des acteurs, l'animation de réseau, l'expérimentation, notamment nos collègues du Finistère qui expérimentent la restauration des zones humides et qui ont mis en place plusieurs sites, plusieurs suivis. Et puis on a une 4e action qui est d'informer. Donc via différentes productions, via des cahiers techniques, et ainsi de suite. Une zone humide, alors je ne vais pas en parler, on l'a vu. Il y a juste un élément, c'est la loi des terres en 2005, qu'on oublie assez souvent, mais qui mentionne que la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général. C'est assez important dans tout ce qu'on a entendu ce matin. Là, il y a un schéma qui a été fait, donc on voit que nous, on travaille par ici, on est là, on est ici, et tout là-bas, là, il se passe des choses qui sont déclinées sur le terrain, à la fois sur l'État, à la fois sur les SDAGE, les SAGE, les collectivités locales. Et nous, on se situe par là. Donc on met en place des outils et des méthodes pour essayer de préserver et valoriser les zones humides en lien avec les différents acteurs. Il n'est pas anodin ce schéma parce que tout doit être lié, donc aussi bien en termes de notions de compatibilité et de conformité, et c'est assez important de l'avoir en tête. Donc connaître et protéger, alors ça peut se faire avec plusieurs objectifs. On en a mis 2 ici, hein, c'est préserver les zones humides dans le cadre de planification, dans le cadre de maîtrise foncière, mettre en place des statuts de protection, mais c'est aussi les restaurer et les conquérir, ou les reconquérir. Donc quand on met en place un inventaire, on aime bien que l'inventaire serve pour différents objectifs et différents maîtres d'ouvrage. Donc du coup, on identifie les zones humides, donc en bleu et rempli, mais on peut aussi, et le maître d'ouvrage le demande de plus en plus, identifier des zones humides détruites. En lien avec cet inventaire, on met en place ce qu'on appelle une caractérisation et on essaye sur le terrain de faire en sorte que les acteurs puissent définir si la zone humide est en bon état ou en mauvais état. Alors dans le cas d'un inventaire comme celui-ci, c'est un peu au doigt mouillé, je vous l'accorde, puisque en gros ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire ces inventaires. Donc c'est un peu au doigt mouillé, mais ça donne des perspectives d'action par la suite et des stratégies à mettre en place, notamment pour préserver les zones humides qui sont en bon état, restaurer les zones humides qui sont en mauvais état, et puis réhabiliter ou restaurer les zones humides détruites. Alors, je vais présenter quelques cartes. Alors, Pascal m'a complètement tué mon effet de surprise. C'est pas grave. Merci Pascal. Donc, du coup, 67% du territoire en France est connu par un inventaire. Donc le plus important, la région Bretagne qui est, alors je ne sais pas si on voit bien, mais 99% de la région Bretagne est portée par un inventaire.
la région PACA est également dans cet ordre-là. Il y a effectivement, des régions qui prennent le pas et qui prennent la mesure de l'avancée qui reste à faire. C'est un chiffre important ici, là. C'est en ce moment, on sait à peu près en moyenne que 4,2% du territoire métropolitain est fait de zones humides. Du coup, ça contrebalance les chiffres qu'on a entendus, notamment pendant la loi du plomb, qui mentionnait que la France était, entre guillemets, était couverte par 30% de zones humides. Donc ça contrebalance ces chiffres-là. Donc si on fait un zoom, donc, le zoom que Pascal, j'espère qu'on a les mêmes chiffres, 35%. On l'a décliné par département. Le Cher 23, 30% pour l'Eure-et-Loire, 7% pour l'Indre, 79% pour l'Indre-et-Loire, 20% pour le Loir-et-Cher, 50% pour le Loiret. Alors, ce n'est pas pour mettre des bonnes notes ou des mauvaises notes, mais c'est surtout pour nous intéressant pour essayer de contacter toutes les zones blanches. Alors, ce qu'on appelle les zones blanches, c'est là où on n'a pas de données, là où les acteurs n'ont pas forcément fait d'inventaire, et là où il y aurait peut-être à mettre en place des choses. Donc, on a, en septembre dernier, on a contacté à peu près une vingtaine de collectivités territoriales pour les informer, pour les sensibiliser sur les zones humides, un petit peu ce qu'on a entendu ce matin, les fonctions, les services, pourquoi pas l'intérêt de les référencer dans un document d'urbanisme, et aider un petit peu les collectivités à prendre la mesure des services que rendent ces écosystèmes. On a eu sur 25 courriers que j'ai envoyés, j'ai eu aucune réponse. 2 semaines après, je les ai recontactés. J'ai eu aucune réponse. Et puis là, il y a une semaine, il y a une grosse collectivité qui m'a contacté en disant bah oui, mais, on va peut-être partir sur des inventaires. Mais il y a encore plein de choses à faire, puisque normalement, dans un PLU, moi j'avais en tête qu'il fallait prendre en compte tous les enjeux. Alors même si le code de l'urbanisme n'a pas de lien fort avec le code de l'environnement, normalement, ils sont censés se compléter, mais il y a quelques trous dans la raquette. C'est pas... La diapositive suivante, donc actuellement on connaît, et nous on a référencé, grâce à l'ensemble des producteurs, on a référencé 70 000 hectares sur l'ensemble de votre région, de zones humides. Alors, les démarches d'inventaire, comment ça se met en place? Eh ben, on a commencé nous au forum dans les années 2000. Moi je travaille au forum depuis 2000. Et on a commencé par mettre en place des cartographies sur les grands marais. Donc le marais Poitevin, 100 000 hectares, le marais de Rochefort, ainsi de suite. Et puis en 2007 est apparu Google Maps, en 2008 est apparu les outils d'IGN, en 2008-2009 est apparu l'arrêté de 2008-2009, qui porte bien son nom, qui identifie les critères et les méthodes pour identifier les zones humides. Et donc, en 2010, on a créé un guide, un petit peu de vulgarisation de l'arrêté, qui permettait de comprendre comment on passait de 2 critères, la pédologie et la végétation, à la mise en place des inventaires et de la caractérisation. Ces guides ont été mis à jour. Ils ont été repris par les agences de l'eau, notamment l'agence de l'eau, Loire-Bretagne en premier, ensuite Adour-Garonne, après Rhin-Meuse, et maintenant Seine-Normandie et Artois-Picardie. Donc ces 3 guides sont déclinés sur quasiment l'ensemble de la France. Donc l'objectif pour nous et pour l'ensemble des financeurs, c'était d'uniformiser les méthodes d'inventaire et pouvoir faire ensuite une compilation de l'ensemble des cartographies et des attributs que l'on référençait. Donc ce matin, on a évoqué la loi du plomb. La loi du plomb, elle nous a un petit peu enquiquiné en 2024 et 2025, puisque effectivement, il voulait revenir aux haies. Il y a eu plein de débats.
Le et n'a pas été mis en place. Ils ont identifié des zones limites dégradées, mais les zones limites dégradées n'ont pas été mis en place. Donc ça n'a pas changé pour les zones limites, ça a changé pour d'autres choses malheureusement, mais pour les zones limites ça n'a pas changé. Par contre, ça nous a amené à travailler avec le CNE, le Conseil national sur l'eau, où on a identifié et on a échangé avec l'ensemble du monde agricole, les élus et les chambres consulaires. On a échangé sur ce que vous allez voir maintenant là. C'est comment est-ce qu'au niveau national, on peut mettre en place un inventaire de façon concertée, non pas faire une prélocalisation sur un coin de table, validé entre deux personnes, non pas faire des inventaires de zones humides sur un coin de table ou alors au travers d'une fenêtre entrouverte dans une voiture, mais bien mettre en place une méthode logique. Donc on a décliné 2 guides, donc il y a le guide et ses annexes, et il y a un cahier des charges qui peut être livré complètement pour les collectivités. Dans le cadre d'un programme de planification, il peut être utilisé également pour les structures gémapiennes. Et puis le CNE nous a demandé de mettre à jour ce guide, donc il va être mis à jour en 2025 et 2026, pour que la police de l'eau utilise également ce guide. Puisque vous avez entendu ce matin que les DDT ne nous refont pas remonter beaucoup de données. C'est le cas, donc on n'a pas forcément beaucoup d'informations. Donc ce guide-là va servir au DDT et il sera mis en avant pour que la donnée, le voie sur l'eau, nous soit remontée et intègre le RPDZH qui va effectivement devenir plume. Du coup, le cahier des charges, il se construit de cette façon-là. Donc on demande, il y a certains critères à ne pas rater et on essaye d'être vigilant sur ce qu'on peut. Donc afin qu'il soit compatible avec les PLU et la gestion, on demande à ce qu'il soit compatible à une échelle au 1/5000e. Afin qu'il soit correct par rapport à l'arrêté de 2009, on demande à ce qu'il y ait les 2 critères qui soient utilisés, la végétation et la pédologie. Donc certains coquins de bureaux d'études disent en fait c'est le ou. Donc nous on n'a fait que la végétation. Mais c'est bien la végétation, et si la végétation ne ressort pas positive, après on se lance dans la pédologie. Vous avez la nuance, et les coquins se sont emparés de cette nuance-là. Donc en lien avec ces 2 critères, on a mis en place après, avec les acteurs, donc, une méthode. Donc tout inventaire commence par une prélocalisation. Donc on en a parlé ce matin. Cette prélocalisation, elle est obligatoire pour que l'inventaire puisse bien se réaliser. Et puis on demande aux gens, en fait, dans le cadre de cette prélocalisation, un rendu en termes de probabilité. Donc chaque patate qui est identifiée dans la prélocalisation, ça s'appelle des milieux humides probables, et chaque milieu humide probable a une note en lien avec une statistique. Et on a décliné ça au niveau national. On dit qu'une patate, elle peut avoir une probabilité très forte, moyenne, faible ou nulle, selon une méthode qui est validée par un comité technique. Et il faut être vigilant après, par la suite, sur cette couche de prélocalisation, puisqu'il va être décidé en comité de pilotage si le bureau d'études va aller sur les zones humides très fortes, ou alors uniquement que très fortes, ou alors sur très forte, moyenne, faible. Et là, il ne faut pas rater cette décision-là, puisque ça va impacter par la suite sur la qualité de l'inventaire de terrain. Donc on demande bien à aller sur des zones humides, les marais. Tant qu'à être sur le territoire, on demande également à identifier un plan d'eau, sans forcément la caractérisation, mais à aller identifier des plans d'eau ou des mares, enfin plans d'eau, étangs et mares. Si l'acteur veut, il peut mettre en place également une cartographie des milieux humides disparus qui vont servir malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, pour les mesures compensatoires dont parlait monsieur ce matin. Voilà, c'est comme ça, mais ça peut aider. Ou alors, si c'est une structure gémapienne qui fait son inventaire, ça peut servir pour la restauration de zones humides.
Parfois, il y a des maîtres d'ouvrage qui demandent d'identifier des zones hydromorphes non humides au sens de l'arrêté. Donc on verra tout à l'heure à quoi ça ressemble. C'est intéressant dans le cadre de planification pour montrer que le sol, il n'est pas forcément humide, mais par contre, en termes de bâti, de fondation, ça peut poser problème plus tard. Ça peut aussi aller dans le sens de quantité d'eau. C'est un sol qui a des fonctions hydromorphes intéressantes, donc capitalise de l'eau, intègre de l'eau et peut servir d'éponge pour les quelques mois où la sécheresse se fait rude. En lien avec cet inventaire-là, certains proposent et font la hiérarchisation, non pas pour dire que telle zone humide n'allait pas bien, et celle-là elle est bien, mais donc toutes les zones humides par définition sont à préserver. Par contre, on peut identifier des zones humides à restaurer, des zones humides à préserver, et ainsi de suite. Et par la suite, ça donne lieu à des programmes d'action. Alors, on peut voir des inventaires qui se font en régie, donc par des chargés de mission, par des stagiaires, ou alors faire par des prestations, soit par des associations, soit par des bureaux d'études. On insiste beaucoup sur l'aspect comité de pilotage et technique, puisqu'on se rend compte que bien souvent, les principales oppositions, elles sont, on entend souvent, on n'est pas prévenu, vous êtes passé chez nous, on ne savait pas pourquoi, comment. Donc on demande, on insiste vraiment, et les financeurs aussi, à ce qu'il y ait vraiment un comité de pilotage et un comité technique pour réaliser tout cela. Par la suite, il y a une consultation des données donc, que l'on veut en mairie, 3 semaines, 1 mois. Et puis après, une fois que la validation en mairie est faite, il peut y avoir une validation par le SAGE, par la clé de SAGE. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, ça l'est. Et une fois que tout ça est validé, nous, Forum, on a une convention avec les agences de l'eau. On valide les données. Alors, pas forcément pour enquiquiner les producteurs, mais c'est pour que la donnée elle puisse être remontée facilement par la suite. Et ensuite, elle sera mise en ligne sur les sites dont vous a parlé ce matin Pascal. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a des petits trous dans la raquette. Et parfois on constate que certains, il y a peut-être des petits discours qui sont différents selon les départements, puisque dans certains départements, dès qu'il y a un PLUI, là, il y a sonnette d'alarme, il y a inventaire de zones humides, ce qui paraît cohérent, puisque un PLU, comme on l'a dit tout à l'heure, un PLU doit prendre en compte l'ensemble des enjeux. Et les zones humides, par définition, avec tous les arrêtés, toutes les lois, tous les services, tout ce qu'on voit, peuvent répondre à ces enjeux et ont des enjeux. Mais malgré tout, il y a certains PLU qui se font sans inventaire de zones humides. Il y a des PLU qui peuvent se faire uniquement sur des inventaires de zones humides sur les zones urbanisées. Il y a des inventaires de zones humides qui se font uniquement sur des critères de végétation. Il y a des inventaires qui se font sur les 2 critères. Et parfois ce qu'on constate, c'est que les élus veulent bien faire des inventaires, par contre, en dehors des terres labourées, puisque ça peut poser problème. Depuis, donc nous, on parle d'inventaire de connaissances. Donc, on fait bien des inventaires de connaissances par ce biais-là. Par contre, depuis l'arrêté du 2 décembre 2004, ces inventaires de connaissances peuvent être réglementaires. C'est-à-dire que s'il y a un SAGE, si le SAGE est validé, si ce SAGE validé met une disposition dans son SAGE, il y a notion de réglementation. Donc, un inventaire de connaissances peut se transformer directement sur un inventaire réglementaire via le SAGE. Ce fonctionnement d'inventaire, on l'a travaillé avec les financeurs. Donc là, j'ai 2 diapos, parce que vous êtes sur les deux territoires, Loire-Bretagne et Seine-Normandie, mais je vais en passer qu'un.
En gros, dès qu'il y a une démarche d'inventaire, donc il y a un contact entre le producteur, entre le maître d'ouvrage et l'agence de l'eau, nous, on peut intervenir pour appuyer sur la rédaction du cahier des charges. Il y a un dépôt du cahier des charges auprès de l'agence de l'eau, donc qui peut financer 70% de l'inventaire ou 80% de l'inventaire selon les territoires. Ensuite, il y a le lancement. Une fois que le cahier des charges est validé par l'ensemble des financeurs et maîtres d'ouvrage et nous, il y a le lancement de l'étude. Et ensuite, on appuie, nous, dans le cadre de nos conventions avec les agences de l'eau, on appuie le suivi des inventaires. Forcément, si on est prévenu. Et après, il y a la phase de validation des données, le paiement et la mise en ligne. Donc, c'est quasiment pareil sur les deux agences de l'eau. Il y a un autre schéma qui présente une démarche qui est pour nous la plus sympathique, je dirais, de A à Z, où l'ensemble des acteurs du territoire sont informés. Donc ça comprend une dizaine d'étapes. Donc la première étape, elle commence là-bas, où le maire ou le maître d'ouvrage prend décision de partir sur un inventaire. Donc souvent, c'est par le biais de ses services, hein, c'est pas forcément, il n'est pas tout seul. Une deuxième étape, on aime bien que ça passe en conseil municipal. Il y a la création de groupes d'acteurs locaux qui sont des groupes de 10-12 personnes qui représentent l'ensemble de la commune. Tout ce matin, quelqu'un disait mais comment est-ce qu'on peut intervenir? Je pense que vous pouvez intervenir dans ces groupes-là. Vous pouvez identifier au même titre que d'autres acteurs des zones limites probables. C'est un espace non pas de négociation. On ne dit pas la prélocalisation ici sur cette parcelle elle est fausse. C'est pas ça qu'on veut entendre. Nous on veut entendre de janvier à mars mon tracteur il rentre pas sur la parcelle sinon il reste. C'est ça. Enfin ça peut identifier des zones humides et ça donne des témoignages intéressants. Voilà, il y a plein de témoignages qui sont importants dans ces groupes d'acteurs. Donc là, j'étais en 3. En 4, il y a parfois, ce qui est intéressant, c'est ça dédramatise la situation, des réunions de terrain avec les exploitants agricoles. Ça se passe très bien. En phase, donc il y a l'inventaire qui se fait en phase 5. Il y a toujours des doutes, donc il y a toujours des levées de doutes. Pourquoi mon terrain il est en zone humide? Je la voyais pas là, je la voyais plus petite, je la voyais plus grande. En général, on fait une réunion avec tous ces gens-là, avec un expert botaniste, un pédologue. On va sur le terrain, on explique, on comprend, on corrige ou pas, ou on valide, ou on reste sur nos positions. Quand je dis on, c'est pas nous, hein, c'est les maîtres d'ouvrage, mais voilà, on reste sur les positions. Et ensuite, ça se déroule. Il y a, pourquoi pas, c'est pas obligatoire, mais parfois il y a une troisième réunion du groupe d'acteurs pour valider ce qu'on a vu, expliquer. Et puis ensuite, il peut y avoir présentation publique des résultats, réunion en conseil municipal, comité technique, la clé et la validation. Ça, ce sont des éléments qui ont été présentés au Conseil national sur l'eau et qui montrent que tous les acteurs en fait, ont besoin de tous ces éléments-là pour à la fois une meilleure compréhension, savoir pourquoi, une meilleure appropriation des résultats, et puis pour montrer que l'ensemble des acteurs est présent tout au long de l'inventaire. C'est très important, cette démarche-là. Les méthodes d'inventaire et les livrables. Alors, on parle de maître d'ouvrage, on parle de zone d'étude, on parle de prélocalisation, on parle d'inventaire terrain et on parle de programme d'action. Donc, quand on parle de zone d'étude, ça peut être soit une commune se lance dans un inventaire, soit comme tout à l'heure entre le plat de résistance et la mousse au chocolat, on parlait d'une collectivité, enfin d'une CDC, qui pourrait se lancer dans un inventaire. Ça peut être aussi un PNR, hein, ça peut être un territoire un projet de territoire. Ça peut être également, comme font des acteurs sur le département de 33, des acteurs font uniquement les zones humides autour des cours d'eau. Bon, c'est pas forcément
C'est bien, enfin, c'est un bon début, mais après, il y a nécessité de compléter, mais ça peut être ça. Pour chaque classe d'objets, donc celle-ci, c'est la classe d'objet zone d'étude, il y a la notion de livrable, donc, qui permet ensuite d'être intégré dans la cartographie nationale. Donc le O, c'est obligatoire, et le F, c'est facultatif. Bah, c'est marqué là. Okay. Obligatoire et facultatif, vous savez lire. Donc sur cette zone d'étude, il y a ce qu'on a vu ce matin, donc des prélocalisations. Toujours pareil. Donc c'est constitué de plein de données. Donc ça commence par le recueil des données issues de la collecte, du traitement, de l'analyse. On en fait la synthèse. Donc en 2014, il y avait une prélocalisation d'AgroCampus Ouest. Elle a été non pas remplacée, mais complétée par la prélocalisation en 2023 du consortium. Donc il y a également un chiffre à retenir. Maintenant, c'est 29%, 29,5% du territoire hexagonal est propice à la présence de zones humides. C'est quelque chose qui est important, donc c'est bien une prélocalisation. En ce moment, elle est mise à jour parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle pêchait parfois par excès sur des territoires plats. Et par contre, elle pêche par défaut quand il y a des pentes et sur des zones de plateau. Donc sur les zones de pente, ils sont en train de revoir le processus avec des proxys qui intègrent des températures, enfin des notions de chaleur. Et normalement, on devra avoir la donnée mise à jour en début 2026. Donc elle sera disponible début 2026. Et puis ce qu'on dit souvent, c'est que oui, elle est précise. Elle est précise parce que c'est des pixels qui sont aux 5 mètres. Donc quand elle est bonne, elle est précise à 5 mètres. Par contre, quand elle est fausse, elle est précise à 5 mètres. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut bien la compléter toujours par des prélocalisations, notamment celle de 2004, notamment par des cartographies pédologiques de GIS-Sol ou Refer-Sol. Nos amis les officiers dans les années, alors je ne vais pas faire d'histoire parce que j'ai vu que Bertrand était arrivé, mais les cartes d'état-major 1850, 1840, 60, je pense qu'ils ont mis 60 ans pour les faire, à peu près. Donc elles sont très utiles, elles sont très utilisées par les services de l'État, puisque pour eux c'est vraiment une référence, donc à garder en tête pour nous, pour les prélocalisations. Sur l'ensemble de la France, normalement, on devrait arriver, pour l'instant c'est livré par département, mais il y a Carab, donc c'est des prélocalisations sur les habitats, dont des habitats humides, qui peuvent être utilisés, sélectionnés pour prélocaliser des habitats humides en vue du terrain. Et puis, il y a des données locales. Hein. Il y a le témoignage des acteurs, des exploitants, des agriculteurs et les données locales qui existent. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait plein de prélocalisations. Alors, je ne vais pas vous les faire toutes, hein, mais en gros, il y a 12 méthodes. Il y a des données donc, pédologiques, il y a des données hydro, il y a des données géologiques, historiques, des localisations existantes, des habitats, des données bibliographiques, des données photo-interprétées, de l'altimétrie, de la modélisation, si je vous les fais toutes en fait. Des télédétections autres, des témoignages très importants et de repérage terrain. Donc en gros, ça aboutit à quoi? L'ensemble de ces mixages de données, de méthodes, d'algorithmes, nous, on veut que le résultat s'affiche sur une seule donnée, avec un certain nombre d'attributs. Et on se rend compte que ces prélocalisations, elles peuvent amener différentes choses. Elles amènent différentes choses et parfois, même si on a l'ensemble des données, même si on a les meilleurs algorithmes et les meilleurs informaticiens du monde, ça ne donne pas forcément des résultats exacts. Donc là, je vous ai fait un petit zoom. Donc ça, c'est un territoire, il y a peut-être 5 ou 6 communes là, pour se rendre compte de l'échelle. Il y a peut-être 5 ou 6 communes, donc c'est une zone de plateau. C'est une zone de plateau en Poitou-Charentes, enfin ex-Poitou-Charentes, où en violet, pour ceux qui connaissent bien la donnée de GIS-Sol, le violet, c'est une typologie de sol qui s'appelle les planosols. Donc c'est zone de plateau, c'est extrêmement plat. Comme les prélocalisations, elles se basent beaucoup sur des MNT, les zones de plateau ne ressortent pas beaucoup, en fait. C'est surtout, quand vous voyez des prélocalisations, c'est surtout le long des cours d'eau. Là, c'est très plat, donc la prélocalisation, elle est ici, par exemple, avec un niveau de probabilité faible.
La prélocalisation de 2023, elle est toujours ici. Donc là, on voit qu'il y a un petit cours d'eau. Donc prélocalisation forte, puisque c'est foncé. Par contre, ici, il n'y a aucun retour. Il n'y a aucun retour de la prélocalisation. Par contre, c'est une zone de plane au sol. Et ici, en jaune, ça doit être du calque au sol de mémoire. Donc c'est une zone calcaire. Eh ben, le maître d'ouvrage s'est dit, moi je connais bien quand même ce territoire, donc je vais aller faire des sondages. Donc il est allé faire des sondages à la Tarière sur donc 5 communes. Donc ils ont dû faire à peu près 300 sondages par commune. Et on voit qu'en bleu c'est humide et en rouge c'est pas humide. Donc je vous laisserai, pareil que Bertrand, vous aurez le diaporama, je vous laisserai voir où c'est humide ou pas. Et en gros, après, par la suite, ils ont délimité les zones humides. Donc attention, quand vous avez des prélocs toutes faites, faut toujours regarder, être critique, même si c'est des super algorithmes et des super définitions, restez critique et surtout aidez-vous de la population et des témoignages locaux, c'est très important. C'est comme ça en fait qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des soucis. Une fois que la prélocalisation est validée, eh ben, on va utiliser maintenant le travail de terrain, donc pour identifier des zones humides effectives. Les zones humides effectives, donc c'est le travail de terrain. On sépare les zones humides probables des zones humides effectives. Enfin, dans une base de données, en termes de base de données, c'est différent. On ne veut pas du tout de mélange, parce que ça nous complique la vie, ça perturbe tout le monde. Donc, dans une autre base de données, on demande aux producteurs donc, des zones humides effectives sur la base des 2 critères. Alors, on a fait un petit schéma un petit peu pour identifier et pour montrer que le oui, c'est du ou, mais on veut que les 2 passages soient faits sur la pédologie et la végétation. Ce qui veut dire que là, on a commencé avec un schéma où on commence par l'examen de la végétation. Donc, l'examen de la végétation, on prend l'habitat ou la végétation ou l'espèce. Si l'habitat est dégradé, par exemple, on peut travailler sur l'inventaire des espèces. Si l'inventaire des espèces ressort positive, on dit que c'est une zone humide. S'il ressort négatif, on passe à l'examen du sol. La présence de sol, ça donne, donc on va expliquer tout à l'heure pourquoi, il se base toujours sur l'arrêté. S'il est positif, c'est une zone humide. S'il est négatif, on regarde, il n'est pas humide, mais il faut d'abord regarder pourquoi il n'est pas humide et s'il n'y a pas un cas particulier de sol. Parce que dans l'arrêté, il y a 3 cas particuliers de sol. Il y a les podzosol humiques, les podzosol humoduriques, et puis chez vous, vous allez avoir sûrement des fluviosols pauvres en fer, qui pourraient vous poser problème. Donc je ne sais pas si... est-ce que la mousse au chocolat s'est dissipée? C'est bon, on peut y aller? Ok. Alors, là, on va pas tout lire l'arrêté. Par contre, la définition, on va se baser sur le sol, donc, qui correspond à un ou plusieurs types pédologiques. Et on va se baser sur la végétation avec 2 aspects. Il y a l'approche espèce et l'approche communauté d'habitat. Si on se base maintenant sur la délimitation, la délimitation de la zone humide, ah oui, pardon, je vais peut-être faire un petit aparté. Ici, là, on voit que nous, pour un inventaire de connaissances ou un inventaire de police de l'eau, c'est exactement pareil. On se base sur la définition, tout est pareil. Par contre, sur la délimitation, un inventaire police de l'eau va être plus précis qu'un inventaire de connaissances. Du coup, parfois, il y aura peut-être des petites différences et souvent la nuance se cache à ce moment-là. C'est-à-dire que là où, par exemple, un inventaire police de l'eau pourrait avoir 15 sondages, un inventaire de connaissances va en avoir que 7-8, ça dépend, puisqu'il est censé être moins précis, même si on le voudrait toujours le plus précis possible. Donc pour l'analyse des sols, si on rentre dans la pratique, l'analyse des sols, donc il y a un examen des sols qui doit porter prioritairement sur des points de part et d'autre de la frontière. Donc le premier va définir la frontière.
Et l'arrêté parle de secteur homogène du point de vue des conditions mésologicques. Ça veut dire que quand vous arrivez sur votre zone prélocalisée, vous allez identifier un secteur homogène pour des conditions mésologicques. Ça veut dire qu'en amont, vous aurez fait un travail de préparatoire sur la géologie, sur la pédologie, et vous allez voir que c'est pareil au niveau pédologique, au niveau géologique. Donc il pourrait y avoir un point, et vous en ferez un sur la zone plate, vous en ferez un s'il y a une pente, et vous en ferez un autre s'il y a un plateau. Donc en fonction de cette analyse paysagère, vous allez positionner votre premier sondage par rapport à ces sondages dans le cadre de conditions mésologiques. L'examen du sondage pédologique, donc, il vise à vérifier la présence donc, soit d'horizons istiques, soit de traits réductiques. Alors, dans l'arrêté, vous allez voir qu'on parle souvent de traits, ce n'est pas forcément des traits. Ne cherchez pas des traits, parce que parfois, il n'y aura pas de traits. Il y aura peut-être une matrice, plutôt, donc peut-être une matrice toute bleue. Eh ben, ce sera traduit par des traits réductiques. Parfois, donc là, il est encore mentionné dans l'arrêté des traits rédoxiques. Parfois, ce ne sera pas des traits, ce sera des matrices ou des traits, ou des points, ou la présence de manganèse. Et puis, ça peut également se traduire par des traits rédoxiques qui débutent à moins de 50 cm et qui se terminent par des traits réductiques. Donc, il y a quelques exemples. Donc, ici, en haut à gauche, ce sont des présences de manganèse, je crois, ou des traits ou des traces rédoxiques. Ici, vous voyez que ce sont des traits, mais ça, c'est également une matrice rédoxique, ce blanc-là, où le fer a été complètement réduit. Et puis, dans certains, quand il y aura présence de cours d'eau, présence d'eau permanente, il y aura un engorgement permanent en lien avec une nappe stagnante et qui donnera vraiment des teintes bleu-vert. Ici, ce sont des traits réductiques. Et pour des sols engorgés d'eau, la matière organique va s'accumuler. Ça va donner des sols fibreux et ça va identifier des horizons istiques. Donc là, je pense que les photos, elles sont référencées via Christophe Ducommun. Je ne sais pas si certains de vous ont assisté au webinaire la semaine dernière. Très important. Enfin, allez, on va faire un sondage. Qui a assisté au webinaire sur le sol, jeudi dernier ou vendredi dernier? Bon, ben bravo, félicitations. Vous avez gagné, vous êtes la seule. C'est ça. Donc allez-y voir, parce que ce que je présente là en 2 secondes et pas forcément avec les compétences de Christophe. Christophe vous les a mis en bande dessinée et c'est vraiment très intéressant. Donc l'ensemble de l'arrêté, en fait, il se base... alors je crois que le schéma, il n'est pas dans l'arrêté, mais il est mentionné dans l'arrêté. Pour illustrer un petit peu tout ça, l'arrêté se base sur ce schéma-là qui a été fait. Donc on appelle le schéma GEPA. En fait, historiquement, c'était lié au drainage des sols agricoles. Et donc ça c'est censé identifier et aider les pédologues qui vont aller sur le terrain pour utiliser le critère sol. Quelques exemples ici. Donc tous les horizons sont décortiqués. Donc, idéalement, on fait un trou d'arrière de 120, enfin d'1,20 m. Et après, on identifie les horizons. Et par horizon, on regarde s'il y a des traces d'hydromorphie. Donc, s'il y a une matrice grise, s'il y a du manganèse, s'il y a des taches d'oxydoréduction. Donc, ici, dans les 35 premiers centimètres, on n'a rien vu. À partir de 35, il y a c'est un horizon rédoxique et jusqu'à 1,20 m. Par contre, comme les traces ont commencé après 25 cm, ce n'est pas un sol de zone humide. Si on continue avec un autre exemple, ça, on voit qu'on a toujours fait un sondage à la tarière jusqu'à 1,20 m. Ici, donc de 0,10,
il n'y a pas de traces d'hydromorphie. Par contre, les traces, elles apparaissent à 11. Bon, j'exagère un peu, mais voilà. En tout cas, c'est avant 25 cm. Donc, comme il y a des traits rédoxiques, avant 25 cm, qui se continuent ou s'intensifient, et ensuite qui se terminent avec un trait réductique, avec un sol réductique, eh ben, on considère que c'est une zone humide en lien avec le graphique qu'on a vu tout à l'heure. Un autre cas, ici c'est pareil, donc c'est un sol qui n'est pas en zone humide puisqu'il n'y a aucune trace d'hydromorphie avant 25 ni 50, donc les traces elles apparaissent à 60. Et donc du coup ici ce n'est pas un sol de zone humide. L'inventaire en fait, vous l'avez compris, donc il se base sur ces deux critères. Et ensuite, la position des sondages va déterminer la zone humide. Donc ici, on voit bien que les sondages en jaune, ce sont des sondages à la fois par la végétation et à la fois par la pédologie qui sont qui sont pas humides. Donc à partir de là, on peut facilement, entre guillemets, je me retourne vers ceux qui l'ont fait, mais on peut facilement, entre guillemets, identifier des zones humides. J'ai du temps encore ou pas? Un quart d'heure. Eh ben, allons-y alors. La végétation, donc on va faire que là, sur la végétation, on va préciser que par rapport à l'espèce. Donc là, cette diapositive, elle parle de l'habitat. Bon, je commence pas bien, mais donc tant pis, on va faire les deux. La végétation, donc tout à l'heure on l'a vu, il y a deux approches. Il y a l'approche habitat, donc approche phytosociologique, compétences phytosociologiques pour déterminer et identifier l'habitat. Pareil, dans l'arrêté, pour chaque habitat, il y a une petite lettre. Habitat H, habitat humide. Habitat non H, ben, c'est pas humide. Et habitat proparté. Si l'habitat est proparté, c'est en partie humide et en partie sec. Donc il faut compléter. Il faut compléter par la pédologie. L'approche végétale, donc on parle toujours en termes de placettes et de lieux homogènes. Et là, on va regarder précisément, strate par strate, le pourcentage de recouvrement des espèces que l'on va classer par ordre décroissant. Avec cette liste et cet ordre, on va identifier des espèces avec des pourcentages de recouvrement cumulés. Et ensuite, on va déterminer pour chaque strate, on va regrouper la liste pour chaque strate en une seule liste d'espèces dominantes. Bon, vous n'avez pas compris, c'est pour ça qu'on a fait une petite démonstration. Ne me dites pas que vous avez compris, je ne vous croirai pas. Donc du coup, pour chaque strate, donc, on a identifié ici une liste d'espèces. Donc chaque strate est identifié et caractérisé. Par la suite, on a identifié pour chaque espèce de chaque strate le taux de recouvrement que l'on a classé par ordre décroissant, ici. Et après, on garde les pourcentages, on garde les espèces qui dépassent 50%. Donc là, on a gardé ici deux espèces. Là, ici, on a gardé une seule espèce. Ici, on a gardé les deux espèces et on ajoute celles qui également sont supérieures à 20% de recouvrement. Et après, avec ce calcul magique, on est en mesure de dire qu'il y avait 4 espèces sur 8 présentes dans le tableau qui font partie de l'arrêté. Donc le seuil des 50% est atteint, donc on peut identifier que c'est une zone humide. J'espère que j'ai bon au niveau des opérateurs qui font ça. Là, c'est un petit exemple c'est pour vous montrer les habitats. Donc les habitats ici, là. Donc chaque habitat de la typologie Corinne Biotope est référencé dans l'arrêté. Et puis chaque habitat est identifié avec, comme je vous le disais tout à l'heure, avec une petite lettre P, comme proparté, donc qui nécessite ici d'aller plus profondément, et H, donc là, on peut identifier que c'est un habitat humide. Ensuite, avec l'habitat, on peut délimiter assez facilement le contour. Là, c'est une petite diapositive. Ce n'est pas pour critiquer ni les bureaux d'études, ni les stagiaires, mais c'est pour
C'est pour vous montrer que en fait, un même inventaire peut avoir des résultats bien évidemment différents si les méthodes sont différentes. Ici, ça représente à peu près une vingtaine de communes. Ça, c'est une collectivité qui a fait un inventaire de zones humides par un stagiaire, je ne critique pas les stagiaires, et qui l'a fait par uniquement les critères végétation. Donc vous voyez que les petites taches de zones humides sont là. Cette collectivité a proposé ces résultats à la DDT. Donc là, la DDT elle a dit c'est bizarre, moi je connais le terrain et il y en a beaucoup plus. Donc on valide le PLU, par contre, sous réserve de faire un inventaire d'ici 3 ans. Après 3 ans, enfin dans les 3 ans, ils ont pris un bureau d'études, ils ont identifié les critères, enfin ils ont utilisé les critères botaniques et pédologiques, et voilà le résultat. Donc attention à la méthode, et il faut être vigilant à chaque fois sur ces aspects-là. En termes de résultats, donc, on demande sur ces informations-là qu'elles soient compatibles avec le PLU, donc compatibles à une échelle de restitution ou d'exploitation plutôt. Une échelle d'exploitation au 1/5 millième, ça veut dire qu'on demande au bureau d'études ou au producteur de numériser en zoomant sur du 2/5 millième. Comme ça, la donnée elle sera exploitable au 1/5 millième. À chaque fois, on demande des attributs pour avoir des notions de caractérisation. Donc, il y a des attributs obligatoires qui sont ici. Donc, il y a un identifiant, une date, l'observateur, le critère de délimitation utilisé, la typologie Current Biotope, son pourcentage de recouvrement, la typologie d'âge, quelques espèces végétales. Et puis, pour l'instant, pour Seine-Normandie, il y a 2 attributs qui sont obligatoires. Il y a la conservation du milieu et les atteintes. Le reste des attributs, en fait, c'est en fonction des objectifs des acteurs. Pour un PLU, ça suffit. Pour une structure gémapienne qui veut mettre en place après des notions de planification ou de gestion, on peut utiliser, par exemple, la fréquence de submersion, les types d'entrée, les types de sortie d'eau, les fonctions. Il y a également, on peut préconiser tout ce qui est activité dans la zone humide, activité hors de la zone humide, et puis surtout atteinte et menace. Donc une atteinte, c'est ce qui est déjà fait, une menace, c'est ce qui pourrait se faire. Au niveau des zones humides effectives, on demande également des sondages pédologiques. Donc, sur une commune, parfois, il y a 3 sondages pédologiques. Parfois, on peut avoir des doutes sur l'effort de prospection. Parfois, il y en a 600. Donc, c'est au maître d'ouvrage d'être vigilant sur l'effort de prospection. Donc ça, c'est sur une commune de Villiers-sur-Chizé. Ce n'est pas validé, donc je vais passer très vite. Hop. Les exemples, parfois, vous allez voir qu'il y a des zones de doute. Enfin, il y a des levées de doute. Et finalement, on a des exemples. En violet, c'est un inventaire qui a été fait je veux dire une année, mais c'est au pif, c'est en 2010. Et il y a un nouvel inventaire qui a été fait 3 ans après. Et le bureau d'études n'a pas forcément vu ces zones humides-là, par contre il a vu celle-là. Et vous voyez qu'il y a souvent des différences dans la délimitation. Donc il faut être vigilant, et avoir un œil sur l'effort de prospection des différents acteurs. Ce schéma-là, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas le revoir. Je sais pas où elle est, Pascal, mais elle doit être par là. Je vais juste parler des marais. Alors effectivement, il y a la notion des marais littoraux, mais qui utilise pour l'instant la jurisprudence. Donc pour les zones humides, on utilise les critères, mais pour les marais littoraux et les marais continentaux, on utilise la notion d'indice. Et cette notion d'indice, elle va nous servir pour identifier des marais dans le cadre de prélocalisation, puisque s'il y a un marais, qui soient continentaux ou littoral, on ne va pas demander aux gens d'aller dans le marais faire de la tarière. Ça n'a pas de sens. Par contre, du coup, on demande de faire le pourtour dans un premier temps. Et le pourtour, il se fait sur la notion d'indice. Donc,
Pour la notion d'indice, donc on va leur demander de regarder la toponymie propre aux marais sur les cartes IGN. On va leur demander s'il y a des associations syndicales de marais ou des ASCO. On va leur demander s'il y a un instrument de réglementation de protection qui a le mot marais dans son intitulé. Natura 2000 du marais de Tartampion. Ben, ça, c'est un indice, donc on ne va pas aller faire d'inventaire dans ce territoire-là. Et on regarde également la densité des canaux et la présence d'ouvrages. Ça, c'est en termes d'identification, et en termes de délimitation, on note tout ce qui est rupture de pente, au-delà d'un passage d'une pente de 3 mètres ou 5 mètres, on peut considérer que le marais se termine. On regarde s'il y a des ouvrages d'art, on regarde s'il y a des digues, des levées. Et comme ça, on peut identifier le pourtour, notamment via des canaux de ceinture. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait effectivement le PNM H3, le PNM H4. Et nous, donc il y a plein de fiches. Je ne sais pas combien il y a de fiches en tout, mais non, nous, notre action-là, elle doit être la fiche numéro 25 ou la fiche numéro 26. Donc on centralise, on collecte, on corrige, on valide, on centralise, on bancarise et on diffuse les données cartographiques. Les données cartographiques, elles sont validées. Une fois qu'elles sont validées, elles sont diffusées donc, via le RPDZDH et Plume. Donc vous allez retrouver toutes ces informations-là. Ici, ouais, donc du coup, en 2019, on a travaillé avec les agences de l'eau, les DREAL et les ministères pour identifier un vocabulaire commun. Donc on parle bien des mêmes choses maintenant sur l'ensemble des bassins avec les bonnes dénominations. Donc c'était important de faire ça en 2019. Et en 2025, il y a eu un marché qui a été lancé pour développer maintenant une plateforme d'intégration des données. Ça veut dire que pour l'instant, vous passez tous par nous enfin, ceux qui nous envoient les données, vous passez tous par nous pour qu'on récupère les données, on les corrige, on les valide, on les met en ligne. Avec le passage de la plateforme, vous aurez tous un accès, donc vous pourrez vous créer un compte en tant que producteur, en tant que service de l'État, en tant que scientifique, en tant que financeur et en tant que ma grand-mère pourra avoir un compte. Il y aura un compte grand public. Et du coup, ces différents comptes vous donneront accès à différentes fonctions, à différentes fonctionnalités qui permettront à l'ensemble des acteurs à la fois de déposer, vous pourrez déposer. Alors il y aura un avantage, c'est vous nous enverrez plus de mails. Par contre, la machine, elle sera binaire. Si la géométrie n'est pas bonne, si l'attribut n'est pas rempli, vous aurez un petit message en retour de la plateforme qui vous dira eh ben non mademoiselle, merci beaucoup, mais revoyez tel identifiant, il n'est pas bon. Et tant que la machine n'aura pas dit il n'est pas bon, il n'y aura pas de mise en ligne. Mais on sera là pour vous accompagner et pour vous aider. Et c'est pour ça que je me suis fait envoyer des données du ministère, enfin des diapositives du ministère, alors qui ne sont pas forcément faciles à identifier, mais on est en train de s'organiser pour travailler, parce que là, mousse au chocolat ou sans mousse au chocolat, c'est pas facile. Et du coup, on est en train de travailler à la gouvernance sur cette plateforme-là. Et donc, en gros, il y aura le producteur avec vérification de l'outil informatique, vérification du respect du dictionnaire Sandre, des règles topologiques, des attributs obligatoires. Et ensuite, on pourra s'appuyer sur les DDT en cas de problème. Souvent, souvent, non, pas souvent, heureusement, mais il y a quelquefois des maîtres d'ouvrage voient une zone humide sur une autre cartographie, avec pas la même délimitation que celle existante. Donc, il y aura des petites alertes au niveau des producteurs. Donc, vous serez informé en disant attention, là, il y a une ancienne donnée. Donc, votre nouvelle donnée sera validée par les services de l'État. Et une fois qu'elles seront validées par les services de l'État, nous, on pourra valider l'ensemble de votre zone d'étude. Et la dernière diapositive. Donc normalement, on a commencé à travailler en 2019 et puis on est par ici là. On est par ici, donc on a reçu les premiers lots de développement. On est en train de les valider, de les corriger. Et normalement, la mise en application de la plateforme, ce sera, alors c'est pas pour le poisson, mais c'est vraiment le 1er avril. Du coup, elle est censée être opérationnelle le 1er avril.
Donc, et tout à chacun pourra déposer les données qui seront validées par des cycles de validation, hein. Ce n'est pas une mise à disposition participative, comme on peut le faire pour les MAR, comme on peut le faire pour d'autres choses, mais c'est une validation des données qui peuvent être issues des inventaires. Et ce matin, on parlait des ABC ou des IBC, c'est ça? IBC. Et ben en fait, avec l'OFB, on peut très bien imaginer que les ABC ou les IBC intègrent des habitats humides conformes à la méthode. Comme ça, les habitats humides qui sont identifiés dans les IBC et dans les ABC peuvent intégrer également des plumes et le RPDZH. Et je crois que j'en ai terminé. C'est bon ? Ah bah oui, je crois qu'il y a peut-être des questions, c'est ça. Okay. Je vous remercie. S'il y a des questions. Bonjour, Lolita Gilles, pédologue en bureau d'études chez Semofi. non, c'est pas de souci. Non, la question concerne plutôt la végétation en l'occurrence. Ah, ok. Ouais. Non, la pédo, c'était clair, c'était très bien. En fait, vous m'avez mis un doute dans la... Dans le ou. Dans la Non, le ou, c'est bon. Dans la délimitation, on est d'accord, les habitats ou les placettes, ça marche, les deux, pour la délimitation. Ou il faut faire les deux? Alors, ouais. Alors, eh ben, je vais pas réparer votre doute, en fait. Ah merde. Nous, dans le schéma là, dans le schéma que vous avez là, attendez, bougez pas. Moi, je suis assise, c'est bon, il n'y a pas de problème. Dans le schéma que vous avez là, nous, on a mis le ou. Ça veut dire que parfois, il vaut mieux faire l'identification avec les habitats, si vous êtes phytosociologue. Par contre, même certains phytosociologues vont utiliser les espèces quand les habitats vont être dégradés et quand ils ne vont pas retrouver leurs habitats. Par contre, il y a un schéma plus compliqué qui est dans l'arrêté, qui 2008. Et là, demandez à la DDT à chaque fois, parce que le schéma stipule que il rajoute une couche en fait dans l'arrêté. Il est mentionné qu'il faut d'abord vérifier s'il y a des habitats assez précis. S'il n'y a pas d'habitat assez précis, on regarde les espèces. Et si les espèces ne répondent pas, on passe à la pédologie. Mais je veux bien qu'on en reparle après ou dans la vie. Ouais. Parce que, non, parce qu'historiquement, je suis pédologue et je travaillais plutôt sur des zones agricoles. Donc c'est vrai que les habitats en zone agricole, on ne s'en occupe pas trop. La végétation non plus. Donc c'était beaucoup le critère pédo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis amenée à travailler plus sur aussi la végétation. Mais je reviendrai vous voir après aussi. Avec plaisir. Oui, bonjour. Je voulais savoir qui est-ce qui finance ces recherches, enfin identification, etc., quand on est chez des particuliers? Alors, très bonne question. Non, je suis perso. On en a parlé un petit peu ce matin. En fait, ces inventaires-là, donc, ils sont financés à hauteur de 70%, 80%, par les agences de l'eau, parfois par la région. J'ai appris que la région pouvait financer également des inventaires. Souvent, nous, on préconise dans les cahiers des charges d'identifier un arrêté. Donc, le maître d'ouvrage demande au préfet de mettre en place un arrêté préfectoral pour rentrer dans les parcelles. Mais ça fait pas, c'est pas du 100% garanti, parce que parfois les propriétaires ils veulent pas. Les propriétaires privés ne veulent pas. Si c'est le propriétaire qui demande, et pourquoi il demanderait? Eh ben, c'est au propriétaire. En fait, ce qui est mentionné, c'est que c'est au pétitionnaire ou au propriétaire de prouver que c'est en zone humide ou pas en zone humide.
Donc c'est au propriétaire, là, pour le coup, de lancer une étude. Oui. Enfin, oui. Ouais, quand la question est claire, là, oui. Léa Cola-Martino, je suis écologue en bureau d'études en Wallis. J'avais une question sur le critère végétation au niveau des codifications de l'arrêté. Ça arrive parfois qu'on ait des habitats qui sont croisés, par exemple avec une strate arborée et une sous-strate différente, et d'avoir des codes différents, par exemple une sous-strate qui va être humide et une strate arborée qui ne va pas être classée comme humide. Comment est-ce qu'on traite cette problématique-là? Voilà, c'est vrai que là, on n'est pas forcément bien. En gros, ce qu'on préconise, c'est plusieurs choses. C'est de faire un seul habitat. Et on met que ce sont 2 habitats secondaires. Et on identifie dans la table habitat secondaire les 2 habitats. Donc il y a une seule patate. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans une diapositive, on parlait de pourcentage de recouvrement. On fait une patate et on met habitat 22,15, enfin pas 22,15 parce que c'est une mare, mais 37,1, 80%, et l'autre 20%. D'accord. Et par exemple, dans le cadre, du coup, c'est une étude réglementaire, où du coup, on doit délimiter les zones humides vis-à-vis de la réglementation. Du coup, au final, l'entité est la même. Et on peut à la fois avoir un habitat. Enfin, du coup, il faut bien qu'on statue sur la zone. Est-ce qu'on la classe comme humide ou pas? Alors, ouais, bonne question. Moi, je suis géographe, je ne suis pas botaniste. Par contre, je ne botte pas en touche. Ce qu'on dit généralement, c'est que quand ce sont des habitats comme ça, on passe par l'approche espèce. Et là, on voit. Et si ça ne marche toujours pas, ou si ça marche, ben, on passe par le sol. Mais ouais. Mais et par contre, ce qui peut être bien, c'est de mentionner tout ça. Que ce soit un rapport pour la réglementation ou même pour connaissance, hein, c'est important de bien savoir qu'il y a éventuellement un doute pour que ces levées de doute soient expliquées au maître d'ouvrage ou au pétitionnaire ou au service de l'État. Et puis après, nous, ça nous arrive beaucoup d'aller sur le terrain et de faire intervenir des experts. Ok, merci beaucoup. Ouais. Bonjour, Juliette Pierrot, chargée de mission chez Eure-et-Loir Nature. J'avais une question sur les zones humides détruites. Comment est-ce que vous les définissez et comment on les identifie? Alors, il n'y a pas forcément de méthode. Par contre, il peut y avoir des indices. Alors, pour être honnête avec la définition, on devrait plutôt parler de zones humides potentiellement détruites. Mais en gros, on utilise des couches historiques, donc les carnets d'état-major. On utilise des témoignages d'acteurs locaux. Enfin, vous avez vu ce matin les diapositives de Bertrand, où autrefois on voyait qu'il y avait des éléments. Aujourd'hui, il y a un parking, un petit indice. Il y a aussi donc on peut s'appuyer sur les services de l'État. Ils peuvent avoir dans leurs tiroirs et dans leurs armoires des dossiers intéressants pour ces éléments-là. Donc aujourd'hui, il y a un inventaire qui se fait sur une grosse agglomération en Pays de la Loire. Et en fait, un inventaire a été fait en 2015, et donc au bout de 10 ans, ils refont leur inventaire. Ils le mettent à jour, donc ils ne repassent pas partout. Par contre, ils ont contacté les services de l'État, ils ont refait des groupes d'acteurs locaux, ils ont identifié des sources, des points d'eau sources sur les cartes IGN, et ils refont toutes les zones humides. Et mine de rien, les services de l'État peuvent avoir des dossiers intéressants sur les zones malheureusement disparues. Mais il n'y a pas de méthode, en fait. Donc Eva Chérami et Eure-et-Loir Nature. Du coup, moi, c'était une question par rapport au petit schéma qu'il y avait tout à l'heure sur la concertation au niveau des élus et tout ça. Donc ça marche si on est sur une commune, mais si on est au niveau d'un bassin versant, comment on fait? Eh bien, exactement pareil. En fait, ça, c'est un exemple sur les collectivités.
Il y a certains territoires qui ne veulent pas faire commune par commune, mais ils le font par entité géographique cohérente. Donc au nord, par exemple, au nord ça me fait penser à Rochefort, il y a le nord de Rochefort et le sud de Rochefort, ils ont identifié des territoires comme ça, avec des groupes de communes qui ont l'habitude de travailler ensemble. Sur d'autres territoires, ils ont pris des communes de plaine, comme avec des communes de plateau, ils les ont identifiées. Et ça peut faire, c'est exactement pareil sur les bassins versants en fait. Vous pouvez très bien identifier des territoires homogènes sur des notions paysagères, comme sur des notions de cours d'eau, et on regroupe ces territoires-là. Souvent, alors déjà, il y a un coût moindre parce qu'on regroupe, c'est 300, il y a des BE, mais c'est 350 € par réunion. Il y a 3 réunions par commune. Il peut y avoir 40 communes comme chez Madame, donc ça chiffre tout de suite. Là, on regroupe 3 ou 4 communes ensemble et souvent, ça facilite la vision parce qu'un agriculteur, il peut être exploitant sur une commune, sur l'autre. Donc ça l'aide un petit peu au niveau de son emploi du temps et ça évite la multiplication de présence en réunion. Mais pour moi, l'approche, elle est pareille au niveau bassin versant qu'au niveau commune. Et même, je rajouterais que j'aime bien quand le BE ou quand l'association font leurs inventaires sur l'intégralité de la commune du bassin versant. Ça aide les collectivités pour qu'elles aient l'entièreté de leur territoire, inventorié, quoi, dans le cadre des PLU. Alors, si effectivement la commune n'a que 2% de son territoire sur le bassin versant, c'est pas très logique, mais si elle a plus de 50%, il ne faut pas hésiter à lui demander de faire l'intégralité du bassin versant, l'intégralité de sa commune, pardon. Oui, bonjour, Tatiana de l'association de protection de Trois-Vallées du côté de l'Eure-et-Loire entre Eure-et-Loire et Yvelines, sur la Drouette, la Voise et l'Eure-Aval, et aussi de la Fédération Environnement Eure-et-Loire. J'aimerais savoir comment la société civile ou associative peut interpeller ses élus concernant des projets justement d'infrastructures routières dans des zones humides qui, j'ai envie de dire, au fil des années s'empilent des lois et on se rend compte que les inventaires sont peut-être à refaire, notamment aussi face à l'évolution du climat, en lien aussi avec les surfaces artificialisées. Donc à un moment donné, on a le sentiment qu'une étude n'est presque plus valable, qu'il faudrait la refaire et que ça ouvrirait justement en fait un nouveau champ d'expertise sur une zone humide qui serait peut-être plus à protéger plutôt qu'à envahir par des structures d'endiguement, par exemple. Oui. Il y a plusieurs, ça a été évoqué ce matin. Normalement, il y a une enquête publique quand il y a des choses comme ça qui se font. Il y a une enquête publique. Il faut mobiliser beaucoup de personnes. Après, les communes concernées ne sont pas toujours les bonnes identifiées aussi. Ouais. Moi, je dirais. Et le temps nous apprend justement à identifier parfois plus large que ce qu'on pensait initialement. Ouais. Moi, je dirais enquête publique et puis s'appuyer sur les structures, sur les associations. Mais il n'y a pas d'autre chose. Hein. Est-ce que c'est vous qui m'avez envoyé un message il n'y a pas très longtemps? C'est pas vous. En fait, il y a plein d'exemples comme ça. Mais à part enquête publique, contacter les services de l'État pour qu'ils soient au courant. Malheureusement, il n'y a pas d'autres moyens. Je suis d'accord. Et quand c'est une étude pour d'intérêt général, tout à l'heure, ce matin, monsieur parlait des mesures compensatoires. C'est malheureusement parfois un passage quand on peut pas éviter ou réduire, c'est malheureusement le cas, quoi. Donc à nous de prendre dans ces cas-là à charge des inventaires et permettre de nouvelles analyses. Non, vous pouvez pas. Si vous n'êtes pas propriétaire, si vous êtes c'est juste porter réclamation. En tant qu'association. Ouais. En tant qu'association. Alors normalement, si je suis cohérent avec mon discours, moi je suis géographe.
La réglementation, c'est pas trop. S'il y a des services de l'État dans la salle, n'hésitez pas. Je peux appeler le 50-50 si vous voulez. Mais, le numéro vert. Non, c'est vraiment. Moi, je m'appuie sur sur les services de l'État, en fait. Et voilà. Bonjour, Eric Vidal de FNE. Oui. C'est juste un petit cas de figure. On a dans le département le plateau de la Loire, enfin la Loire, de la forêt d'Orléans, qui se déverse vers le bassin versant de la Loire. Et donc on a fait des études de sol illégales, puisque c'était sur les terrains privés, des analyses de sol, des prélèvements, et il se trouve que les sols sont complètement lessivés à une profondeur de 40 cm, c'est-à-dire que c'est les sols blancs. Et il se trouve que il y a eu 2 analyses qui ont été faites avant, deux analyses. Il y en a une qui considère que c'est une zone humide et l'autre qui considère que c'est une zone de drainage. Comment on fait pour sortir dans ces cas-là? Qui a raison? Alors, je vais sortir ma carte, service de l'État. Non, mais je suis désolé, mais vous n'êtes pas le seul. Il y a plein de cas de figure comme ça, en fait. Où, vu qu'il y a le maître d'ouvrage et le pétitionnaire, en général, ils ont 2 pédologues qui ont leur connaissance. Il y a parfois des doutes. Et même avec les pédologues, il y a parfois des contre-expertises qui sont nécessaires. Donc là, il faut un troisième. Ouais. Avec la question, vous allez me poser qui paye le 3e. Ouais. Ben merci, c'est gentil. On peut se permettre de prendre une ultime question. Bonjour, Morgane Planchette de la CEPANT, encore une fois. J'ai une petite question concernant les budgets des études, parce que dans une nécessité d'homogénéiser les études au sein de la France entière, on va dire, il y a évidemment la méthodologie au sens strict, mais il y a aussi le budget qui va forcément avoir des conséquences importantes sur les surfaces qu'on va pouvoir prospecter. Et j'ai remarqué sur les différentes études qu'on a pu réaliser, nous, CEPANT, sur le territoire, qu'il y avait des disparités quand même importantes en termes de budget, qui faisaient que, en fait, on ne pouvait pas aller partout où il aurait été pertinent d'aller. Et vous avez beaucoup mis en avant les manques d'efforts de prospection des bureaux d'études OASO qui, certes, peuvent exister, mais pas tellement l'aspect budgétaire qui font que des fois, on a forcément des inventaires qui sont incomplets. Et comment on fait justement pour homogénéiser ça? Est-ce que l'agence de l'eau, elle a un droit de regard, comme elle est financeur, sur les budgets qui vont être alloués aux études? Enfin, voilà, c'est une remarque, une question. Eh ben, c'est encore une bonne question. Oui, elle a un droit de regard. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que tout ça, ça se fasse et ça se réfléchisse et ça se décide en comité de pilotage, en fait. Sur des territoires, tout à l'heure, j'ai plein d'exemples en tête, c'est vraiment au niveau de la validation, de la prélocalisation, qu'il faut valider ça. Il y a des notions de probabilité, donc il faut vraiment essayer d'emmener un maximum d'efforts de terrain sur l'ensemble des probabilités, très fortes, moyennes, faibles. C'est là que ça se joue. Normalement, les financeurs sont là pour ça. Nous, on peut appuyer également pour ça. On sait très bien que vous, à SOS et même bureau d'études, vous faites à peu près dans les 40 hectares de zone humide probable par jour, à peu près. Quand c'est du réglementaire, c'est peut-être 25, à quelque chose près. Du coup, ça se budgétise et ça se voit. J'ai un exemple dans la Vienne. Il avait été mentionné, par exemple, que les zones humides probables qui faisaient 15 000 hectares, zones humides probables faibles, 15 000 hectares, avec des phases d'échantillonnage, on savait que dans ces 15 000 hectares, il y avait 10% de zones humides effectives. Mais faute de budget, donc ça fait 1500 hectares de zones humides effectives pas identifiées, mais avec les problèmes de budget, ils n'y sont pas allés. Par contre, nous, comité de pilotage, on a insisté, ils n'y sont pas allés, mais après, rien n'empêche à cet inventaire d'être mis à jour dans 5 ans, 3 ans, 10 ans, avec ces zones humides probables-là,
Rien n'empêche au service de l'État d'être vigilant sur ces zonages-là en cas d'aménagement, en cas de procédure loi sur l'eau, quoi. Mais oui, ça a un coût. Alors, je ne sais pas si on a parlé de coût. On n'a pas parlé de coût tout à l'heure. Non, ok. En gros, on a fait un audit, peut-être auprès de vous, auprès de certains bureaux d'études, à peu près un inventaire avec caractérisation, plan d'action, hiérarchisation, prélocalisation. C'est entre 6 000 € et 15 000 €. Ça dépend des réunions de groupes d'acteurs, ça dépend de plein de choses. Mais en gros, c'est ça. Et c'est financé à 70%, à 80%. Donc c'est pas. Alors par rapport à un rond-point, tout à l'heure on parlait de rond-point, par rapport à un rond-point qui coûte 150 000 €, ça, voilà, c'est un peu peanuts. Comptez le nombre de ronds-points de votre commune, vous allez être surpris. Enfin, on aurait pu faire plein d'inventaires de zones humides. Ce qui n'empêche, c'est utile les ronds-points, mais voilà. Du coup, c'est à nous, en fait, dans les comités de pilotage, d'insister sur cet aspect technique. Et puis, c'est collectivement qu'on décide où est-ce qu'on va faire les inventaires. Et puis, on n'est pas là pour qualifier les inventaires, mais ça peut être un moyen de les qualifier, ces inventaires, en fait. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Il y a des communes qui n'ont pas de zone humide, donc ça va très vite. Il suffit juste de faire 3 réunions. Ça peut aller très vite. Il y a des communes qui ont 100% de territoire en marais. Et puis après, il y a entre les deux. Donc c'est pour ça, oui, je vous dis. Et puis là, c'est une moyenne entre un inventaire qui se fait en plaine, en plateau ou en montagne. L'accessibilité, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, c'est au cas par cas. Mais on a quelques fourchettes. On sait on connaît le coût des réunions, on connaît le nombre de communes. On sait qu'un bureau d'études, il va faire tant d'hectares par jour. C'est important de savoir, en tant que collectivité, parfois, si vous avez nous, on n'est pas et on ne veut pas être dans la sélection des bureaux d'études. Par contre, on a des petites clés de sélection. Si un bureau d'études vous dit qu'au bout de 200 sondages, il arrête, ça pose question. Qu'est-ce qui se passe après ces 200 sondages ? 200 sondages, ça fait à peu près en moyenne, alors je vais encore donner des chiffres, mais je vais me planter, mais en moyenne, on sait que ça fait à peu près 1 hectare et demi par sondage. Donc quand un bureau d'études dit qu'il s'arrête au bout de 200 sondages, ça fait 200 hectares, alors que vous avez identifié en tant que collectivité 3000 hectares de zones humides probables. Il y a un décalage dans les résultats. Donc il y a des petits éléments qui permettent de voir la méthode et comprendre si l'étude elle va être bien menée, quoi. Merci beaucoup Fabien. Merci beaucoup. Merci. Merci.